C'est bon. Bon, ben, bonjour, hein, bienvenue à tous. Donc, aujourd'hui, alors je vais vous parler de sujets un petit peu différents de tout ce dont tout le monde parle ici, hein. Donc, déjà, voilà, plein de noms bizarres. Alors, pour certains, c'est des noms évidents, pour d'autres, c'est des noms bizarres. L'idée aujourd'hui, c'est d'aller un peu sur tout ce que sont ces outils et puis de voir comment on les intègre à Power BI. Alors, pour la petite histoire, le Python ici, bon, vous avez tous entendu parler de Python, hein, mais tout le monde nous dit c'est des serpents, etc. Celui qui a créé Python, qui s'appelle Guido van Rossum, il l'a appelé Python parce que c'était un fan des Monty Python et pas du tout des Pythons. Mais bon, depuis, c'est les serpents et tout le monde pense qu'on adore les serpents. C'est plutôt plus marrant que les serpents. Donc, pour me présenter, donc, je m'appelle Emmanuel, je suis fondateur et dirigeant de Statford Decision. Donc, vous avez vu, on est un sponsor ici à Power 365. Je suis data scientist, consultant, formateur, un peu auteur aussi quand j'ai le temps. Et donc, ma spécialité, moi, c'est la data science. Mais voilà, le Power BI aujourd'hui rentre dans la data science. On fait beaucoup de formations et on se rend compte que aujourd'hui, les data scientists, alors on les appelle des data scientists, mais ils ont de plus en plus besoin de se rapprocher de Power BI parce que les entreprises aujourd'hui veulent faire du Power BI. Alors, c'est ce qu'on voit partout chez tous nos clients et on reviendra là-dessus. Donc, de quoi est-ce que je vais vous parler? Alors, je vais vous parler, je vais vous parler d'un monde merveilleux peuplé d'animaux, de planètes, etc. Je vais surtout vous parler de dev. Je vais vous parler d'une espèce, alors un peu étrange, le data scientist. Peut-être que certains d'entre vous se sentent data scientist. Bon, c'est toujours compliqué de savoir qu'est-ce qu'un data scientist. On ne va pas rentrer dans la discussion. On va se dire qu'il aime, il aime les Monty Python, il aime faire des modèles. Et puis finalement, dans la vie de tous les jours, il n'en fait pas tant que ça. Bon, c'est un peu ça la conclusion qu'on peut voir un peu partout, hein. Si je parle de ce qu'utilisent aujourd'hui beaucoup de data scientists dans leur quotidien, c'est les outils dont je vais vous parler. Alors, Python, bon, c'est un peu le langage aujourd'hui qui est devenu le langage de référence pour coder et pour manipuler des données. Alors, pour info, Python, à la base, justement, quand Guido van Rossum a pensé au Monty Python, il n'avait aucune idée qu'un jour, il y aurait des gens qui feraient de la BI et de la data science avec Python. D'ailleurs, quand on le rencontre, il vous dit c'est formidable, mais je ne sais pas ce qu'est un algorithme, je ne sais pas ce qu'est de la data science ou même une table, il ne sait pas trop ce que c'est. Mais bon, Python est arrivé là, finalement. Et qu'est-ce qu'on a comme autre outil? On a des interfaces de développement, parce qu'on développe. Donc, les interfaces de développement, ici, j'ai deux exemples. Un dont je vais parler plus en détail, qui s'appelle Jupyter. Alors, bon, c'est un petit clin d'œil à la planète et pas à notre président. Mais ça s'écrit bien sûr pas comme la planète. Pourquoi ça s'appelle comme ça? En fait, ça veut dire Julia, Python et R. Alors, Julia, c'est un autre langage dont on ne parlera pas ici. Python, c'est celui dont on parle. Et puis R, c'est le langage des statisticiens et aussi un petit peu des data scientists. Et c'est une façon de développer, on reviendra dessus avec des exemples qui permettent de coder de manière interactive. De l'autre côté, c'est VS Code. Bon, Microsoft est partout, ici d'autant plus, mais même dans la vie du data scientist, on est complètement... Voilà. Il y a 5-6 ans, on aurait dit que l'interface de référence pour le data scientist, fan de Linux, qui ne veut pas entendre parler de Windows, ça serait VS Code. Tout le monde aurait ri. Aujourd'hui, c'est le cas. C'est-à-dire que les core développeurs, donc ceux qui développent les outils qu'utilisent les data scientists, ils le font dans VS Code parce que Microsoft a réussi à changer d'image un peu de manière magique, on va dire, surtout grâce à son CEO. Mais voilà, aujourd'hui,
c'est l'interface de référence pour le développement. Qu'est-ce qu'il y a comme autres outils, alors qui font partie un petit peu du titre du talk? Les outils, finalement, qui vont permettre alors, de travailler. Comme je vous disais, Python tout seul, on n'en fait rien. C'est-à-dire que je vous donne Python, vous installez Python sur une machine, voilà, avec Python, vous n'allez pas aller bien loin. Il vous faut des outils supplémentaires, et ces outils supplémentaires, ce sont des outils comme Pandas, alors Pandas, c'est plutôt la partie manipulation de données. Scikit-learn, c'est la partie modèle. Alors tout ce qu'on appelle le machine learning aujourd'hui, c'est l'apprentissage, donc c'est les modèles de data science aujourd'hui. Et puis bon, ici j'ai Matplotlib qui est pour faire des graphiques. Alors les graphiques de Matplotlib, c'est un peu différent des graphiques de Power BI. On aime, on n'aime pas, hein. Alors les développeurs de Matplotlib sont très fiers parce que par exemple avec Matplotlib, c'est avec cet outil qu'on a affiché le premier trou noir. Vous avez vu, il y a quelques années, la NASA avait développé une image de trou noir. Et en fait, c'était Matplotlib qui avait servi à rendre cette image. Ils étaient très fiers. Vous n'allez pas afficher des trous noirs, a priori, sur vos dashboards, j'espère. Mais en tout cas, c'est voilà, un outil qui aujourd'hui fait partie des outils du data scientist. Donc, ça, c'est un écosystème. Alors, il y en a beaucoup d'autres. Hein. C'est beaucoup plus large. Maintenant, l'idée, c'est un petit peu de voir dans cette présentation, finalement, comment est-ce que ces outils, ils vont pouvoir interagir. Alors, dans tout ça, bien sûr, il n'y a pas Power BI. Alors, quand on parle de Power BI à un data scientist qui aime le deep learning, le machine learning, etc., son premier réflexe, c'est celle-ci. Voilà, c'est pas une bonne idée, on va faire autre chose. Mais en général, il ne connaît pas grand-chose à Power BI. Alors, quand on lui dit, finalement, tu vas pouvoir continuer à faire ce que tu fais, mais en plus interagir avec Power BI. Bon, ici, on peut se dire, ah bon, on revient au président. Hein. Mais comment est-ce qu'on peut convaincre aujourd'hui un data scientist que Power BI est une bonne solution pour lui? C'est finalement de lui dire qu'il va gagner du temps, parce qu'en effet, Power BI va permettre de gagner du temps, de lui dire qu'il n'aura pas besoin de faire du JavaScript, parce que c'est un peu quand on veut faire des beaux dashboards en Python, il y a un moment où il faut se dire, mince, il va falloir que je fasse du JavaScript. Et JavaScript, c'est l'ennemi juré du data scientist. J'ai rien contre le JavaScript, mais voilà, le data scientist n'est pas un développeur web et il part en général en courant quand il voit ça. Donc, ensuite, on va pouvoir lui dire, tu n'es pas obligé de tout faire dans Power BI. C'est-à-dire que ton code Python, il va pouvoir continuer à marcher à l'intérieur de Power BI ou à côté, et puis tu vas pouvoir interagir beaucoup plus. Et puis voilà, il va pouvoir gagner du temps. C'est toujours la même question. Alors, donc, avant de commencer, finalement, de quoi est-ce que vous avez besoin pour faire marcher tous ces outils dans Power BI? Alors, vous avez besoin bien sûr de Power BI, un peu la base, de Python, parce que Power BI n'inclut pas de Python, même si on parlera du fait que Power BI Service inclut du Python. Alors attention, Microsoft fait des efforts, mais il ne faut pas trop pousser non plus. Ça viendra, Python est dans beaucoup de pipelines de Microsoft, c'est-à-dire que la communauté essaye de faire avancer Python un peu de tous les côtés chez Microsoft. Donc là, on va devoir avoir un Python installé en local. Et puis, on aura des questions par rapport à avoir un personal gateway qui va permettre de faire communiquer Python avec Power BI en mode service. Alors après, souvent, on va devoir avoir un éditeur. Donc souvent, on utilise VS Code ou éditeur, parce que bien sûr, Power BI n'est pas un outil super chouette pour faire du code Python. En d'autres langages, ça va, mais on va voir que l'interface de développement de Power BI côté Python est assez limitée. Qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? Alors, Python, on a un certain nombre de versions. Aujourd'hui, on est en 3.10, voilà, 11 bientôt.
En gros, il faut au minimum une version 3.7 de Python, un gestionnaire d'environnement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, à la différence de la plupart des outils classiques, quand vous faites du Python, vous ne pouvez pas juste, comme je le disais, on n'installe pas juste Python. On installe Python et on installe tout un ensemble d'environnements, un environnement avec des packages, alors, notamment avec des gestionnaires d'environnement tels que Conda, Miniconda, bon, il y en a un certain nombre, qui vont permettre de gérer finalement les outils que vous allez utiliser en Python et puis vos packages de référence dont vous aurez besoin. Bon, après, on a juste des petites choses pour préparer notre char Power BI. C'est pas très compliqué, hein. Les options de script de Python, elles sont assez simples, c'est-à-dire qu'il faut en gros lui dire où se trouve Python et puis quelle interface de développement on peut utiliser et on va pouvoir directement se lancer dans le fait de faire du Python dans Power BI. Donc, premier niveau, on va faire 3 niveaux. C'est pas des niveaux de difficulté, mais c'est les différentes questions que se pose un data scientist quand il va travailler avec Python et il va se dire, moi, je veux faire en sorte que ce que j'ai fait en Python ne soit pas perdu dans Power BI. Donc, on sait tous, alors, on sait en général que le travail du data scientist, théoriquement, il est magnifique, on fait des algorithmes, on fait beaucoup de choses, mais en fait, on fait, donc 90% du temps, on fait de la manipulation de données. Il faut bien le comprendre. Le rêve de dire, alors c'est ce qui se passe quand on sort d'un cursus de data science, on se dit que quand on va arriver en entreprise, tout le monde va nous attendre en disant on t'attendait pour mettre en place un algorithme de vision par ordinateur pour étudier les joueurs qui jouent au foot. Non, non, on ne va pas faire ça. En fait, souvent, on va dire, bon, on a des gros fichiers, on a des grosses bases de données, tu vas essayer de nous faire un petit modèle de score, mais d'abord, c'est dégueulasse, il va falloir bosser là-dessus. Et donc, on va devoir faire ça. Manuel, oui. Question. Différence, est-ce qu'on peut faire des choses comme ça dans Power BI? Je ne sais pas si on m'entend bien, mais on pourrait faire des choses de traitement dans Power BI. Quelle différence? Pourquoi faire du Python plutôt que du M, plutôt que du R? Alors, pourquoi... ouais, la différence entre les 3 outils, je ne sais pas si tu peux répéter la question pour le live, mais... Alors, le fait de... la question, c'était de pourquoi est-ce qu'on ferait du M, du Python, du R? La question, c'est pas tant... En effet, tu vas pouvoir faire en M ou en DAX, etc., souvent des choses similaires. La seule question qui va se poser, c'est que là, on s'adresse à un public qui a son propre langage, que ce soit Python ou R. Si le premier réflexe, quand tu arrives avec un outil, c'est « bon, maintenant, tu vas devoir tout recoder tes traitements de préparation de données en M, en DAX, etc. » Il y a des chances qui disent « bon, ben, moi c'est pas mon problème, je vais pas me lancer là-dedans. Moi, j'ai déjà fait mes travaux dans mon interface de développement habituelle en Python ou en R, et dans ce cas-là, je vais l'intégrer directement. » Après, bien entendu, si on part d'une page blanche avec un utilisateur qui est en full Power BI et qui va travailler là-dessus, plutôt orienté BI, bien sûr qu'on va lui conseiller plutôt de faire du M et de manipuler comme ça. Mais c'est vraiment la question, réussir à faire en sorte que Power BI rentre dans le process de travail des data analysts, data scientists qui, dans leur premier, quand ils vont attaquer une base de données, ils vont l'attaquer en Python, en R, et dans ce cas-là, on va pouvoir faire comme ça. Pas de sujet sur la performance. Pas de sujet sur la performance. Non, il n'y a pas de sujet sur la performance. Tu pourras avoir des meilleures performances même en M qu'en Python. Python, il est vraiment là. On va voir un petit peu, mais il est vraiment très, très simple de mise en place, et c'est pour ça qu'il est plébiscité par les data scientists. Merci. Donc, l'outil principal pour faire de la manipulation de données, c'est Pandas. C'est-à-dire que Pandas, c'est un package qui va permettre de faire ça. Alors, pourquoi est-ce qu'on utilise, nous, en tant que data scientist Python, pour préparer les données? Parce que c'est un langage qui est simple. Alors, même si ça fait peur, on se dit, moi j'ai l'habitude de travailler dans des interfaces plus classiques, mais pourquoi Python est là aujourd'hui? C'est que c'est le langage le plus facile qu'on a trouvé pour les data scientists. Il faut bien comprendre qu'un data scientist, c'est rarement un dev.
Si vous lui dites, vous allez coder une préparation de données en C++, il va partir en courant et il va vous dire, non, moi, c'est pas mon boulot. Maintenant, il faut coder un petit peu plus. Donc, Python est arrivé à ce moment-là. Donc, la question métier qui arrive souvent, c'est j'ai une base de données, j'ai construit un traitement en Python, faire une grosse préparation de données, et je veux intégrer le résultat dans mon dashboard Power BI. Donc, soit j'ai la première question que Guillaume trouvera la bonne réponse, c'est traduis-moi ça. Ok, je veux que ça soit du M, je veux que ça soit complètement dans Power BI, du DAX, etc. Voilà, ça ne plaira pas à un certain nombre de choses. La deuxième option, c'est de dire, bon, tant qu'à faire, tu vas mettre ton traitement en amont, et puis Power BI va consommer ta donnée qui est déjà transformée, et puis après, on se débrouille comme ça. C'est une possibilité. S'il y a des optimisations à faire, on peut aussi faire ça. La troisième option, c'est de dire, moi, je veux intégrer finalement cette partie traitement de données à l'intérieur de mon Power BI et sous la forme d'un script. Et donc ici, comment est-ce qu'on peut faire ça? Je vais... Hop, alors, mon cher Power BI est ici. Alors, j'ai... Donc, tac. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ici, on a un jeu de données assez classique. On est dans Power Query. Et dans Power Query, on va pouvoir faire en sorte de manipuler ces données. C'est-à-dire que si, finalement, j'ai un code qui permet, imaginons, j'ai construit, alors je vais faire un code très simple, mais je veux extraire je veux remplacer, bêtement, je veux créer une nouvelle colonne dans mon jeu de données qui remplacerait, alors j'avais des jours, je crois, weekday, par remplacer le 6 par un dimanche, par la valeur dimanche. Très bêtement, moi j'ai un code de l'autre côté, alors je vais faire le code directement, c'est-à-dire que ici, je vais pouvoir lancer le script Python qui va me permettre d'exécuter mon code, c'est-à-dire que ici, je vais faire un code qui va me permettre de dire dataset, donc le dataset, c'est la table telle qu'elle est dans Power Query. Et ici, par exemple, je peux lui dire, moi, je veux construire, je ne sais pas, day name, par exemple, qui serait une nouvelle colonne dans mon dataset. Et cette nouvelle colonne, on va pouvoir lui dire, prends une colonne qui s'appelle weekday. Et bon, je peux faire, alors je peux remplacer la valeur de 6 par, je ne sais pas, dimanche, dans cette nouvelle colonne. Donc ici, j'ai un code, alors qui est à peu près, qui est flou, mais bon, qui est un code, c'est-à-dire c'est du pandas, c'est-à-dire je crée une nouvelle colonne. Donc en une ligne, là, j'ai créé une nouvelle colonne. L'intérêt de pandas aussi, c'est qu'on peut beaucoup chaîner des traitements, c'est-à-dire que si je veux créer une colonne où je fais beaucoup de transformations, je vais le faire dans une seule. C'est encore plus flou. Ça va. Non, ça va là, c'est bon, tu as réussi. Et donc ici, j'ai plus qu'à lancer ce script Python. Et donc ici, voilà, j'ai finalement mon script Python qui a été lancé. Et hop là, si je clique sur le mauvais. Hop. Ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire que finalement, j'ai maintenant dans ma table une nouvelle colonne qui s'appelle dayname et qui m'a rajouté une colonne en dernière position. Et dans mon Power Query, j'ai finalement un script Python. Alors, il fait appel finalement à ce qui est à mon Python qui est installé derrière sur la machine. Donc, à chaque fois, il va faire cet appel-là. Mais je vais pouvoir intégrer ça et ensuite, cette nouvelle colonne, elle pourra être intégrée dans mon dashboard derrière et on pourra la récupérer pour faire par exemple, nos graphiques. Donc, super. C'est forcément le live. Hop là.
Il va revenir, c'est pas grave, on y revient juste après. Hop là. Donc ça, c'est la première approche vraiment où je vais intégrer mon code Pandas. Alors là, c'était du Pandas directement. Pourquoi est-ce que c'est du Pandas directement? Parce qu'en fait, Power BI va directement transformer votre table en ce qu'on appelle un data frame. C'est-à-dire que vous avez directement un data frame et vous manipulez ce data frame directement. Après, vous pouvez, si vous avez besoin d'utiliser du code qui viendrait de NumPy, d'autres packages, ben vous pouvez importer le package à condition qu'il soit bien installé derrière. Ensuite, si on avance un petit peu, parce que le temps passe, si on passe au niveau 2, le niveau 2, une autre des tâches du data scientist, c'est de créer des représentations impactantes pour faire des belles présentations pour parler de ces modèles. Bon, alors qu'est-ce qu'on utilise souvent? Alors, on a plein de packages, mais par exemple, Seaborn. Alors, pourquoi, encore une fois, vous me direz, mais pourquoi je n'utilise pas un package comme, je n'utilise pas les représentations de Power BI? C'est toujours la question, c'est-à-dire que si pour un certain nombre de représentations, ça va marcher. Si, par exemple, vous voulez un graphique très stat, ça sera tout de suite plus compliqué de l'obtenir dans Power BI. Donc là, ça peut devenir intéressant d'aller chercher les packages Python. Alors, les deux packages qui vont être disponibles dans Power BI, ça sera surtout Matplotlib et Seaborn. En fait, vous pouvez avoir tous les packages que vous voulez. Le problème, c'est Power BI Service derrière. C'est-à-dire que quand vous publiez votre dashboard, il faut derrière que le package soit disponible. Et Microsoft est un petit peu, et pas hyper, on va dire, généreux de ce côté-là. Ils ont sélectionné une quinzaine de packages. Alors, heureusement, en Python, on n'a pas 150 000 packages. Il y en a 150 000, mais on n'en utilise pas 150 000. Et donc, on va pouvoir avoir un certain nombre de solutions avec Seaborn. Et voilà, si par exemple, vous voulez un magnifique graphique comme ça, il suffira d'intégrer le code. Alors, c'est la même chose que tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, bon, alors, hop là, qu'est-ce qui se passe? Tac, tac, tac. Bon, on va retourner dans ma transformation, parce que des fois, il me fait des bêtises. Je vais enlever ma super colonne. Il va y arriver. Voilà. Alors ça, c'est un exemple, mais on peut en avoir beaucoup. Alors ici, comment est-ce que je fais pour rajouter un graphique dans un dashboard? Ici, on va pouvoir finalement faire en sorte d'aller chercher. Alors vous voyez ici, vous avez les visuels Python et les visuels R. Bon, alors un visuel Python, c'est juste finalement un visuel qui va me permettre de rentrer mon code. Ici, je vais tac, tac, tac. Si je prends là, je vais me retrouver avec un code qui ressemble, qui est un code en Python assez classique. Donc, comme je vous disais, le fait est que ce n'est pas très agréable de coder là-dedans. Alors, à tout moment, vous pouvez, si c'est bien paramétré, cliquer sur un petit bouton qui vous offre un magnifique VS Code, où là, vous aurez du code qui va vous permettre de compléter votre code, de travailler comme ça. Alors, il y a un petit défaut, c'est que pour revenir dans l'autre sens, il n'y a pas de bouton. Donc, Microsoft a bien pensé un sens. Pour l'autre sens, on est obligé de faire un copier-coller de son code et de le ramener côté Power BI. Bon. On fait ce qu'on peut. Déjà, voilà, on a un endroit où on peut se mettre à coder et puis récupérer finalement ce code. Vous voyez ici, c'est le code de mon graphique de mon dashboard. Et puis ensuite, je vais pouvoir faire mon script et ensuite recopier tout de l'autre côté. Mais si je reste ici, je peux, par exemple, lui dire, voilà, je vais faire, aller chercher, par exemple, Seaborn.
Et je vais lui dire, je ne sais pas ce que je peux prendre un pair plot. Un code, hein, c'est pas le but, c'est pas d'avoir le plus beau graphique du monde, mais c'est pour vous montrer juste que c'est pas difficile de le faire. Hop là, et alors il faut aussi, non, normalement je dois pouvoir. Ici, alors il est tout en bas le code, mais je ne sais pas si vous le voyez, j'ai un code qui va chercher un pair plot et ensuite afficher ce graphique. Alors, tac, normalement, il est forcément, j'ai un import nœud ici. Hop là, si je relance, c'est pas dataset, c'est dataset. C'est comme ça qu'il faut l'appeler. Alors, suspense, toujours pas. Pourtant, ça marchait très bien juste avant. OK, donc, il me manque un petit. Il y a une question sur le live manuel. C'est comment on se forme? Un livre, YouTube, des cours avec toi comment on fait? Ça a l'air un peu. C'est pas pour le commun des mortels. Si, c'est pour le commun des mortels. Justement, c'est ça la force de Python, hein. C'est que on n'a pas besoin d'être un data scientist pour faire du Python. Aujourd'hui, nous, on forme tout type d'utilisateurs, mais des utilisateurs BI qui ont besoin de Python. Il faut bien comprendre que ces outils de data science, comme on les vend, ça reste des outils de développement assez simples et ils vont nous permettre de construire aussi des manipulations de données, des traitements de données, etc., sans se dire, moi, si je commence à faire du Python, c'est pour faire du deep learning. Non, et il faut bien se dire ça. On est ici pour. Après, on va. Bien sûr, vous pouvez vous former, vous auto-former, aller en formation, etc. Mais il y a énormément de contenus en ligne qui vont aussi permettre de mettre un pied dedans. Et puis, dès que vous avez le pied dedans, vous serez happé parce qu'on peut faire à peu près tout ce qu'on veut avec Python. Vous voyez ici, j'ai récupéré un pair plot. Alors, il est tout seul parce que j'ai mis qu'une seule colonne. Il a sélectionné qu'une seule colonne, mais c'était un graphique, une matrice de graphique. Bon, de la même façon, si vous regardez ici, hop là, alors, tac. Bon, ici, si on regarde le code, c'est une matrice de graphiques. Bon, à chaque fois, ce sont des graphiques qui sont créés comme ça. Et vous pouvez bien sûr les intégrer avec d'autres graphiques et vous pouvez les publier. C'est la question suivante, c'est que est-ce qu'on peut publier ce genre de… OK. Bon, alors, on va avancer un petit peu, mais la question, c'est de savoir si on peut publier. Et bien sûr, Power BI Service a intégré du Python dedans. On a deux questions par rapport à Power BI Service. C'est que soit vous faites en sorte de publier du Python avec les packages qui sont disponibles à l'intérieur, soit vous avez de la donnée qui arrive avec une requête Python qui va chercher la donnée. Dans ce cas-là, vous allez devoir construire un personal gateway qui va permettre de connecter à votre machine, le serveur sur lequel Python est installé, à Power BI Service. C'est bien, mais il faut avoir conscience d'une chose, c'est que ça marche que avec la version personnelle du gateway. Donc, comment? Pas la version Enterprise. Pas la version Enterprise. Microsoft a décidé que ce n'était pas urgent de le faire avec la version Enterprise. Donc, alors, j'ai une question sur le live. Ouais. Combien de temps pour être autonome sur Python? Une journée, 3 jours, 5 ans, 10 ans, 3 mois? Tout dépend ce que tu veux faire, mais en 2 jours, tu es déjà complètement… tu peux commencer à vraiment faire des choses très intéressantes. Et juste pour le dernier, alors on va passer le niveau 3.1 parce que l'obsession du data scientist, c'est de faire du machine learning. C'était scikit-learn. Bon, on va
on va le passer parce que c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'à la place de notre traitement qui s'est fait tout à l'heure dans Power Query en utilisant une manipulation de données, là, vous allez construire un modèle. En fait, scikit-learn, c'est un package qui va vous permettre de construire votre modèle. La seule chose dont j'aimerais parler, c'est un système qui est un peu différent, parce que je crois que le temps passe assez vite, c'est ce qu'on appelle les Jupyter Notebook. Alors, voilà, Jupyter Notebook, qu'est-ce que c'est? C'est donc ce côté Jupyter. Le data scientist, aujourd'hui, travaille souvent sur ce qu'on appelle un Jupyter Notebook. Un Jupyter Notebook, juste pour vous montrer à quoi ça ressemble, un Jupyter Notebook, ça ressemble à ça. Ça, c'est une interface de développement dans votre navigateur dans lequel vous allez pouvoir coder. Alors, c'est par exemple ce qu'on utilise en formation quand on fait de l'exploration de données en Python. Le data scientist, il utilise très souvent un notebook. Et donc, ce notebook, c'est une interface. En fait, c'est un fichier JSON derrière, mais c'est une interface dans laquelle on va pouvoir avoir du code et du texte. Voilà, ici, par exemple, intégrer un rapport, en fait, c'est un texte dans un langage qui s'appelle le Markdown qui va me permettre d'avoir du texte. Donc ici, qu'est-ce que c'est ma problématique? Ma problématique, c'est de dire que le data scientist, il présente souvent ses résultats dans des Jupyter Notebook. Il n'a pas envie de s'embêter avec le service Power BI, il n'a pas envie de s'embêter avec Power BI Desktop, il a envie d'avoir son notebook et de pouvoir manipuler ça pour le montrer à ses collègues. La question, c'est, on a un dashboard Power BI, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, heureusement, Microsoft a créé en open source un package qui s'appelle Power BI Client, qui va permettre de faire communiquer vos dashboards Power BI publiés avec notre cher notebook. En quoi ça consiste? Alors ici, on va juste voir avec le code. Donc ici, je soumets du code. Il faut bien avoir conscience que quand on est dans un notebook, vous avez derrière le code qui tourne en Python. Donc ici, je vais aller chercher un certain nombre de packages. Et qu'est-ce que je fais ici? Je vais faire une requête donc avec le package request pour aller chercher. Alors ici, c'est un rapport Power BI un peu standard. Et je vais faire en sorte d'aller chercher un token. Bon, il est ouvert ce rapport, donc ça ne posera pas de problème. Mais après, si vous êtes dans votre entreprise, vous allez pouvoir faire en sorte de faire les accès. Donc ici, juste pour vous montrer, en Python, on crée d'abord res, ensuite on va créer notre rapport, c'est-à-dire on va faire une instance du rapport, et à partir de là, je vais avoir la possibilité d'intégrer mon rapport directement dans Jupyter. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, vous avez le rapport qui est accessible, interactif, qui est un rapport Power BI. Et qu'est-ce qui est intéressant en plus? Alors, c'est très joli d'avoir un rapport Power BI dans votre notebook, mais ce qui peut être aussi intéressant, c'est de récupérer les données. C'est-à-dire qu'ici, vous allez avoir tout un système qui permet de, par exemple, reparamétrer le rapport. Si, par exemple, vous voulez changer les dimensions, vous allez soumettre une cellule de code. Là, mon rapport, il a rétréci. Et puis, je vais pouvoir, avec du code, par exemple, alors, je ne vais pas rentrer dans le détail du code, mais si je veux, je peux récupérer les données des graphiques. C'est-à-dire qu'ici, j'ai fini, j'ai presque fini. Les données de mon graphique, alors, en plus, vont pouvoir être récupérées. C'est-à-dire que les données de ce graphique-là, je vais l'identifier dans mon code et faire en sorte de le récupérer s'il a la gentillesse de le faire. Bon, c'était juste, voilà, je termine parce que je suis en retard pour vous dire, alors il y a quelques limitations, mais voilà, vous pourrez voir ça. Il y a des limitations en taille de données pour les graphiques, le Personal Gateway et l'Enterprise Gateway. Et Microsoft doit encore un peu bosser là-dessus, mais aujourd'hui, c'est vraiment une possibilité. Alors, Python, c'est facile, ça marche bien. Essayez-le. Et ce n'est pas que pour l'intelligence artificielle. Il ne faut pas en avoir peur. Je vous remercie. J'ai oublié un merci qui devait apparaître. Je vous remercie. Et si on n'a pas forcément de temps de questions. Justement, si, je pense que déjà, on peut applaudir Emmanuel. C'est certain. Et je vais juste rajouter un truc, après, j'ai plus de voix. Je voudrais juste que tu nous expliques, parce que tu as aussi eu un sponsor premium, comment tu peux accompagner les gens qui sont par Jupyter. Je n'ai pas tout compris. Jupyter, Planète, tout ça. Comment tu peux les accompagner? Est-ce que voilà, je te laisse conclure là-dessus. Et si tu as des questions-réponses, vous avez 3 minutes, parce que Roland est derrière les starting blocks et après, il veut la place. Ok. Tiens, je te laisse la sucette. Ça, je peux passer une sucette dans le. Est-ce que quelqu'un a une question?
Non, personne. Sérieux, mais pas un truc sur Jupiter, tout ça. Rien, Joël, rien. Power BI, tout est maîtrisé. Comment tu peux aider nos amis? Qu'est-ce que tu fais chez Staff Decision en 2 mots? En 2 mots. 2 mots. On fait de la formation et du conseil. Alors, sur le côté data, on fait beaucoup de formations. Et alors, on est ici sponsor parce que Power BI, hein, bien sûr, on est un organisme de formation sur toute la data science, mais aussi beaucoup sur Power BI, de l'initiation à des formations très avancées en DAX, rien que sur vos rapports, avec des super formateurs qui interviennent pour nous, qui tournent par ici pas mal. Et puis après, vraiment sur de l'acculturation data jusqu'à, bon, encore une fois, s'il y en a certains d'entre vous qui ont besoin de faire du deep learning très avancé, c'est aussi ça. Et on est vraiment dans un processus d'accompagnement pour faire en sorte que les équipes métiers maîtrisent et comprennent la data et aillent jusqu'à maîtriser aussi les outils. Donc, n'hésitez pas à venir discuter avec moi. Je suis là toute la journée. Et puis, c'est notre merci salle. beaucoup. Voilà. Je quitte le live pour ceux qui étaient en live. Et puis, merci à ceux qui ont assisté. On va donc maintenant tous rester dans la